Bonjour à tous et bienvenue dans le traditionnel top de fin d'année qui nous permet de revenir ensemble sur la cuvée cinématographique de l'année 2017. Alors avant de commencer, petite précision d'usage par lesquelles nous les cinéastes sommes obligés de passer, ce que j'appelle sobrement l'instant... Merci Gaspard. Le classement que vous allez voir ne reflète bien évidemment que mon opinion personnelle qui resplendit de toute sa subjectivité relative, et si jamais vous estimez que tel ou tel film aurait absolument dû faire partie des meilleurs films de l'année, eh bien je vous invite à laisser votre propre top en commentaire et je me ferai une joie de le lire et d'en débattre avec vous. Petite nouveauté cependant. Pour l'année 2016, je n'avais pas fait de classement à proprement parler, mais plutôt une liste de films que j'estimais intéressants à découvrir ou à redécouvrir, sans vraiment me préoccuper de savoir si j'avais préféré tel film ou tel autre. En gros, j'avais la flemme. Mais comme cette année le classement s'est fait de façon plutôt rapide, et bah j'ai fait un top 10. Comme ça, plus de vues, donc plus de sponsors, donc plus d'argent. Mais que ça ne vous empêche pas de laisser votre générosité s'exprimer et de me faire des dons sur ma page Tipeee. Parce que sans votre aide, et surtout sans le nouveau MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina et Touch Bar, je sais pas si je serai en mesure de continuer l'aventure YouTube l'année prochaine. En attendant, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. C'est parti. Numéro 10, Logan, de James Mangold. Ce film, c'est d'abord un symbole. Un symbole qui nous dit que même si Marvel a laissé le genre super-héroïque pour mort en lui explosant les genoux et la cage thoracique avec sa bouillie numérique informe produite de façon industrielle, eh bien il y a encore des gens qui sont prêts à défendre le super-héros au cinéma. Des artistes qui n'ont pas peur de faire exister leur œuvre en lui donnant une identité marquée et en assumant des partis pris artistiques audacieux. Et James Mangold fait partie de cela. Logan, c'est un film violent, poussiéreux, viscéral, j'ai même envie de dire, et qui commence avec une proposition suicidaire. Suicidaire! Et si on déconstruisait le mythe? Et si on retravaillait la figure super-héroïque pour en faire autre chose? Pour en faire un homme? Un homme qui n'aurait que sa force comme compensation de ses angoisses et de ses faiblesses, et qui n'en deviendrait que plus mythique au travers de son humanité. C'est ce qu'a essayé de faire Rian Johnson avec Luke. Et ça n'a pas du tout marché. Mais James Mangold, lui, a réussi son pari. Logan transpire la sincérité, brille du fait de l'intelligence de son traitement, et surtout réussit le tour de force d'avoir par l'image une existence de chair et de sang. Alors comme dirait le grand David Ayer, fuck Marvel. Numéro 9, Moonlight. C'est le film qui a volé l'Oscar du meilleur film à La La Land. Sauf que non. Moi j'ai kiffé Moonlight. Genre vraiment. Genre c'était grave cool. Le film est beau, subtil aussi dans son traitement de l'éveil amoureux, et est porté par une sorte de réalisme dur et froid, presque anti-romantique, qui fait plutôt froid dans le dos. C'est à la fois une chronique des premiers émois adolescents et de la violence d'une certaine Amérique, qui n'a que le soleil de Floride pour toute richesse. Mais c'est surtout pour moi un film assez audacieux dans ses choix poétiques. Sérieusement, la scène de la masturbation sur la plage, je l'avais pas du tout vu venir. Genre, pas du tout. C'est un film qui a su m'émouvoir assez profondément, je n'ai aucun problème à l'avouer, donc que l'Académie ait choisi de le récompenser me paraît d'une logique imparable. Même si c'est clairement Premier Contact qui aurait dû avoir l'Oscar. Numéro 8, Kingsman 2, Le Cercle d'Or. Le contexte de visionnage a un rôle très important dans notre appréciation d'un film. Ce fut le cas en ce qui me concerne pour Kingsman 2 que j'ai eu la chance de découvrir en projection presse en présence du réalisateur Matthew Vaughn. On était une vingtaine, c'était une toute petite salle, et on a pu parler avec lui de son art en général, de son film plus particulièrement, et ce pendant plus d'une heure. Et forcément, mon rapport à Kingsman 2, il est biaisé par ce contexte de visionnage. Que les choses soient claires, Kingsman 2 est loin d'être parfait. Même très loin d'être parfait. Mais forcément, j'aime ce film. Parce que c'était la meilleure séance de ma vie. Le film en lui-même est totalement libéré vis-à-vis du n'importe quoi, et je le trouve hyper réjouissant de ce point de vue-là. Sérieux, un film qui se permet autant de choses, c'est plutôt rare en fait. Oh, et puis merde, je m'éclate devant ce film. Sérieux, il y a des lassos laser, il y a des chiens robots, il y a Elton John qui fait du kung-fu, il y a des traceurs intravaginaux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Ce film, c'est juste un beau moment de cinéma totalement décomplexé, en plus d'être la meilleure séance de ma vie. J'encule l'objectivité. Totalement. Et j'assume totalement. Je suis comme un gamin moi avec ce film, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais tellement content, j'étais tellement... C'était super, et je suis obligé de rendre hommage à mes gamineries. Et c'est à ça que sert cette 8ème place. Numéro 7,
The Lost City of Z. Le réalisateur de La Nuit nous appartient et de Two Lovers, qui fait un film d'aventure sans Joaquin Phoenix. Très bien, très bien. Bah écoutez, moi je prends. Dans The Lost City of Z, James Gray, il retrace les pérégrinations d'un explorateur du XXe siècle qui s'appelait Percival Harrison Fawcett, qui était un vrai monsieur, hein, par ailleurs, et met tout son talent de réalisateur de l'intimité au service d'un récit purement épique qui suinte la démesure. Genre par tous les ports, tu vois. Le travail d'immersion est juste superbe, et la démesure du voyage initiatique d'un homme qui a voué sa vie à un mirage par amour de l'aventure, bah est superbe aussi. James Gray donne véritablement vie à ce qu'il filme, et il parvient à juxtaposer assez intelligemment un réalisme très intimiste et cette dimension très hollywoodienne des grands films d'aventure de l'âge d'or. La réalisation claque sa mère, hein, je veux dire moi la scène des tranchées je m'en suis toujours parmi, le casting est génial et tout le film est porté par le pur plaisir cinématographique de regarder Indiana Jones, sauf qu'en fait c'est une histoire vraie, donc c'est triste et qu'il n'y a pas de happy end. La vie est une pute quand c'est pas Spielberg qui réalise. Bref, foncez, parce que c'est vraiment du super boulot, et c'est d'autant plus impressionnant que le pari de faire un film comme ça était vraiment audacieux. C'est donc en toute logique que le film a fait un bide. Putain de merde, quoi. Numéro 6, Nocturnal Animals. J'aime Tom Ford. C'est-à-dire, voilà, faut le savoir, A Single Man, je trouve limite que c'est un chef-d'œuvre, donc forcément, voilà, Nocturnal Animals, disons que je savais que j'allais aimer. Sauf qu'en plus, c'est un super film, hyper bien réalisé, avec une dimension esthétique de malade, et en plus avec plusieurs niveaux de lecture de taré, tu vois. Non, parce que c'est facile, hein, je veux dire, d'accuser le film d'être simpliste et lourdingue quand on est resté au niveau CP de l'analyse. Quelle indignité. Plus sérieusement. C'est dur d'expliquer sans spoiler, putain. Nocturnal Animals, c'est l'histoire de Suzanne. Une femme superbe, magnétique, ténébreuse, superbement interprétée par une Amy Adams au sommet de son talent, qui gère une galerie d'art contemporain. Donc ce film de l'art contemporain. Et j'adore l'art contemporain, putain! En fait, c'est la victime typique de ce qu'on pourrait appeler l'apathie bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle a tout, elle fait des soirées dans la haute, elle est cultivée, mais elle est vide. Elle n'est traversée que par deux choses. Son amour de l'art, évidemment, mais aussi par le souvenir de son ex-mari, interprété par Jack Gyllenhaal. Et il se trouve que monsieur a écrit un livre qui s'intitule Nocturnal Animals, une genre de thriller hyper violent sur l'histoire d'un père qui fait tout pour venger sa femme et sa fille qui se sont fait assassiner. Et le film va être constitué de deux histoires qui coexistent de façon discrète. La vie sans substance de Suzanne, et l'histoire du roman que Tom Ford met en scène, créant ainsi un processus de mise en abîme au fur et à mesure que Suzanne avance dans le roman. Et cette lecture d'un livre écrit par le seul homme qu'elle a jamais aimé va tourner à l'obsession, au point que Suzanne va finir par perdre pied. Parce que c'est ce qui arrive lorsque le réel est si vide de sens et d'amour, que le fictif devient plus fort et plus beau que la réalité. De ce point de vue, la scène finale, qui en a troublé plus d'un, est un coup de génie et sans doute l'une des plus belles scènes que j'ai pu voir au cinéma cette année. Nocturnal Animals a tout, du machiavélisme d'un scénario de Polanski, tout en conservant la beauté plastique d'un Nicolas Winding Refn. Oui, je vous dis ça au cas où vous seriez pas familiarisé avec le style de Tom Ford, mais rassurez-vous, il y a une putain de personnalité dans la réalisation aussi. C'est fort, c'est magnifique esthétiquement, c'est vénéneux, c'est très triste. Vraiment, Nocturnal Animals a tout du grand thriller. Après, j'ai pas non plus dit que c'était parfait. Hein, on veut dire, on peut être fan d'un film sans pour autant considérer que ce soit un chef-d'œuvre. Mais disons que ce film dégage quelque chose de très fort qui me touche intimement. Peut-être parce que moi aussi, j'ai parfois l'impression que l'art est plus réel que la vie. Numéro 5, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Alors, celui-là, il va être un petit peu compliqué à vendre. Mise à mort du cerf sacré est le nouveau film de Yorgos Lanthimos, un réalisateur grec de taré qui voue son immense talent au récit de fables cyniques sur l'humanité et sur la façon dont elle fonctionne en société. Ça a donné d'excellents films comme Canine par exemple, qui est totalement jouissif dans son jusqu'au boutisme cynique, ou des chefs-d'œuvre comme The Lobster par exemple, dont la maestria et l'inventivité me subjuguent à chaque visionnage. Je suis fan de cet homme, voilà, je suis amoureux de la précision de son style, je kiffe ces histoires que personne n'aurait ni la folie ni le mauvais goût d'oser porter à l'écran, j'adore ces dialogues qui sont tellement littéraires à vomir qu'ils en deviennent risiblement absurdes, bref, dire que j'attendais Mise à mort du cerf sacré serait un doux euphémisme. Et c'est encore pire que tous ces autres films qui sont déjà bien auteuresques. Sérieux, c'est du film d'auteur tellement chiadé que je pleure de rire en imaginant des non-initiés tomber sur un tel pari cinématographique. C'est génial.
C'est génial, je veux dire, moi j'aime le cinéma radical, je m'en suis jamais caché, et Yorgos Lanthimos est un des réalisateurs les plus radicaux que je connaisse. C'est froid, c'est cynique, c'est violent, c'est même ignoble à certains moments, tout en réussissant le tour de force de franchement nous faire marrer à d'autres. Et puis surtout, c'est sublimement mis en scène. Tout le troisième acte dans la cave est juste off. En plus, la photo est dingue, le travail sur les couleurs est ouf. Il y a un type qui bouffe des pâtes bolognaises avec un t-shirt blanc juste pour faire chier les maniaques. Bref, c'est du délire absolu. C'est du cinéma comme on en voit très rarement et qui va très loin dans ce qu'il propose. Et franchement, c'est tout ce que je demande. Moi, j'en veux matin, midi et soir des films aussi radicaux. Et puis rien que ce titre, quoi. Mise à mort du cerf sacré. Mais qui donne à son film un titre aussi putassier? Il était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui se foutait la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Numéro 4, Dunkerque. Bon, si vous avez des yeux et des oreilles, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer, enfin j'espère, en quoi est-ce que Dunkerque est un grand film. Souvenez-vous juste de l'immersion totale que vous avez ressentie dans votre salle de cinéma, et ce moment précis où les sièges rouges sont devenus des grains de sable teintés de suie et de cendres, et que vous vous êtes retrouvé dans cette grisaille nordique pour combattre avec ces soldats acculés, galvanisés que vous étiez par le son hypnotique d'une horloge, s'époumonnant sans fin que le temps se meurt finalement. Rappelez-vous cet orage guerrier, et ces couleurs hivernales qui recouvrent l'espoir comme le soleil de juin, et la démesure d'un combat que tous pensaient perdu d'avance. Et s'il vous fallait un dernier argument, rendez-vous compte qu'on n'avait tellement rien à reprocher à ce film, outre le sempiternel, c'est chiant, qu'on a fait un caca nerveux sur le fait qu'il ne montrait pas assez de français, et que du coup, même que c'était pas juste, et que c'est un manque de respect envers mon papy, qui a combattu pour le drapeau, et que... Volaille et vinasse, jusqu'à la mort, citoyen. Numéro 3, Blade Runner 2049. Vous savez, parfois je me réveille et je me dis à quoi bon? La Corée du Nord, la guerre en Syrie, les cheveux de Kim Ji-woon, Donald Trump, les cheveux de Donald Trump, les commentaires sous les articles du Figaro, enfin bref, il y a juste des jours où t'as envie de rester couché et de pas avoir à affronter le bordel qu'est devenu la vie. Mais s'il y a une chose qui m'a fait perdre espoir en l'humanité cette année, c'est ce que s'est pris dans la gueule Blade Runner 2049 par une partie du public. Lorsque t'es capable de rejeter un film aussi fou et audacieux que Blade Runner 2049 parce que t'as trouvé ça trop lent et parce qu'il n'y avait pas assez de scènes d'action, franchement, tu mérites juste de te faire insulter. C'est-à-dire la claque, là tu la cherches. Tu la cherches. Quand tu as un film avec une direction artistique aussi dingue, avec un travail d'atmosphère aussi réfléchi et abouti, et qui ne se formalise en rien des canons habituels d'Hollywood qui chient à tour de bras sur des concepts géniaux et des potentiels de cinéma sans limite, simplement parce qu'il faut que le spectateur ait l'impression d'être devant une vidéo YouTube, un film comme Blade Runner 2049 en 2017, ça relève du miracle. Ce film est un miracle. Tout est dingue dans ce film. La mise en scène, les couleurs, la musique, l'ambiance, les enjeux, le pari réussi de faire une suite intelligente. Ryan Gosling est dingue dans ce film. C'est quelque chose que j'avais déjà raconté dans ma critique à l'époque, mais ce moment où j'ai réalisé que j'avais été tellement happé par la démarche lente, esthétique et viscérale du film, que je me suis rendu compte que ça faisait plus de 2 heures que j'avais pas bougé un muscle, c'était complètement dingue. Ça, c'est du cinéma. Du vrai cinéma qui propose quelque chose à son spectateur, mais qui lui demande de faire un effort. Parce que pour apprécier un film, il faut savoir se soumettre à sa démarche. Lorsque vous entrez dans une salle de cinéma, c'est pas à vous de dire au film « Alors, j'attends que tu fasses ça, 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 ça et ça, sinon t'es nul et je vais mettre un avis négatif sur Rotten Tomatoes. » Vous avez qu'un seul truc à faire. Fermez votre gueule et laissez le film parler. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé d'aimer Blade Runner 2049, je suis en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de reprocher à un film quelque chose qu'il n'a pas essayé de faire. Franchement, je vous le dis comme je le pense, hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est nul. Je veux dire, il y a trop de scènes de bataille. Les gens, ils arrêtent pas de se taper dessus et tout, c'est pourri. Elle est où la sensibilité? Elles sont où les chansons belles et magnifiques sur le fait que c'est génial d'être amoureux?
Moi j'étais venu voir une comédie romantique. Alors s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce que vous allez voir et acceptez l'idée que tous les films n'ont pas à être des émissions d'enquête d'action. École Cinéma vous emmerde, aussi. Ah, l'insulte. La nouvelle forme de ponctuation du XXIe siècle. Numéro 2, The Square. Qu'est-ce que le cinéma? Non, reformulons. À quoi sert le cinéma? Pourquoi est-ce que des réalisateurs font des films? De façon générale même, pourquoi est-ce qu'on fait de l'art? Déjà, on peut remarquer que l'art est ancré dans une époque. C'est-à-dire que c'est très rare qu'une œuvre soit totalement intemporelle. Quelque part, de façon extrêmement diverse parfois, elle est toujours liée, elle est toujours le reflet d'une époque à laquelle elle a été faite. Ça peut être le sentiment général d'une population qui est retranscrit. Ça peut être les événements historiques en eux-mêmes qui sont intégrés à l'œuvre. Ça peut être une façon de voir le monde, une façon de concevoir le rapport à l'autre, ça peut être des milliers de choses. Et parfois, il y a des artistes qui font le choix d'incarner l'époque, d'en être véritablement le miroir. Balzac et la comédie humaine, par exemple. Et de la même façon, il y a des films qui nous montrent ce que nous sommes, ou plutôt qui nous montrent ce que nous sommes devenus. Et des films comme ça, il y en a un ou deux par génération. Des films qui montrent si précisément ce qu'est une époque donnée, que lorsqu'on les regardera des années plus tard, ils nous permettront de saisir non pas ce qu'il s'est passé à l'époque, mais qui était l'homme de l'époque. Dans son rapport au monde, dans son rapport à Dieu, dans son rapport à l'autre, dans son rapport à la sexualité, dans son rapport à l'art, dans son rapport à l'histoire, et même jusque dans son rapport à lui-même. The Square est l'un de ces films. Je crois profondément que c'est la première fois que je vois un film qui fait un portrait à ce point jusqu'au boutiste de l'homme occidental du XXIe siècle. Et vous savez ce qui est encore plus génial avec ce film? C'est que c'est même pas le sujet de l'intrigue! The Square, c'est juste l'histoire d'un conservateur de musée d'art contemporain qui se fait voler son téléphone, et puis ça part en couille. Ce film, c'est juste une comédie de réflexion sur l'art, sur qu'est-ce que l'art, pourquoi on en fait, à quoi ça sert, enfin bref, voilà quoi. Et puis petit à petit, il y a toute une réflexion parallèle qui se dessine autour de ça. Parce que si l'art est représentatif d'une époque, réfléchir sur l'art de cette époque, c'est par extension réfléchir sur l'époque elle-même. Je vais vous donner juste un exemple qui ne spoile rien du tout pour vous montrer comment est-ce que le film peut dépeindre toute la complexité de l'homme occidental du XXIe siècle dans ses moindres détails sans en faire le sujet de son intrigue. Un des trucs qui nous définit, par exemple, nous les êtres humains du XXIe siècle, c'est la façon que nous avons de considérer nos idoles. Aujourd'hui, on n'a aucun problème de se foutre de la gueule du général de Gaulle, le grand libérateur, ou de caricaturer Mahomet, par exemple. En fait, on est capable d'une grande irrévérence envers des figures très fortes et très symboliques qui incarnent quelque chose, mais on s'en fout, on les déboulonne. Voilà, en gros, on n'a aucun problème avec ça. Maintenant, je vais vous montrer un très court extrait du film, simplement une scène où, pour installer une œuvre d'art qui fait partie de l'exposition mais qui se situe à l'extérieur du musée, les ouvriers doivent retirer une statue qui était là avant. C'est tout. Juste une statue qui se pète la gueule. Et toute la force symbolique qu'il y a derrière. Et tout le film est comme ça, surtout, tout le temps. C'est cynique, c'est irrévérencieux, c'est dans la provoque, ça porte une réflexion hyper intéressante sur l'art et sur ce que nous sommes devenus, nous, des petits êtres avachis dans notre confort et dans notre prétention. C'est drôle, franchement drôle, il y a des scènes où tu te marres, mais comme une guenon, et puis surtout c'est hyper bien réalisé. C'est jouissif, c'est intéressant, c'est intelligent, tu te fends la poire, c'est franchement beau. À certains moments, il y a un travail de composition qui est à tomber par terre. The Square, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, le mot est sorti et je l'assume, putain. C'est sans doute le meilleur film de l'année et une palme d'or non seulement méritée, mais surtout nécessaire. Parce qu'à quoi sert l'art sinon à nous montrer à nous ce que nous sommes vraiment? Des êtres qui nous disputons pour savoir qui jettera la capote. Ah, on est pathétique, putain. Ah oui, j'ai dit que c'était le meilleur film de l'année, et je le pense, mais je l'ai pas mis en numéro 1 parce que c'est pas le film qui m'a le plus fait kiffer cette année. Et puis comme c'est mon top, je t'emmerde et je fais ce que je veux.
Ça, c'est un autre truc qui nous définit aussi. La liberté, jusque dans la connerie. Numéro 1, Grave, de Julia Ducournau. Parce que le cœur a ses raisons. Et parce que, au-delà de faire le meilleur film, faire du cinéma, c'est d'abord faire rêver. Comprenez-moi bien, Grave est un excellent film. Je veux dire, voilà, la vidéo de 17 minutes que j'ai faite à l'époque, où je complimente le film, où je dis que c'est génial, etc., etc., je ne renie rien de ce qui est dit dans cette vidéo. Grave est un putain de film. Mais Grave n'est pas le chef-d'œuvre de cette année. C'est simplement le film qui m'a le plus fait rêver. Vous savez, moi, être critique sur YouTube, c'est pas mon objectif. Je veux dire, j'ai pas du tout envie d'être vidéaste, j'ai pas du tout envie de faire ça toute ma vie, faire ça pendant des années et des années et des années, de vous parler comme ça dans ma chambre. Moi, j'ai envie d'être réalisateur. J'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'écrire des histoires, j'ai envie de développer un univers et de le partager aux gens. Mais, lorsqu'on est en France, bah, on se heurte à une forme de refus. Quelque part, une refus de l'establishment du cinéma français qui nous dit non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire n'importe quel projet, tu ne peux pas faire des choses trop violentes, trop trash, trop malsaines, trop viscérales. Voilà, tu es limité dans ton processus créatif parce qu'on ne te donnera pas d'argent, parce que les gens n'iront pas voir ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas de place pour la créativité dans le cinéma français. Et 2017 a été l'année où ces certitudes-là, elles ont été bousculées. On a eu Au revoir là-haut, de Dupontel, qui est un pari complètement fou dans l'industrie du cinéma français, qui a beaucoup marché, et j'en suis extrêmement heureux. Et on a eu Grave, de Julia Ducournau. Et Grave m'a émerveillé au plus haut point, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Non pas forcément raconter l'histoire de gamines de 17 ans qui deviennent cannibales, ou montrer du sang et des trucs horribles et tout, mais ce que j'ai envie de faire, moi, c'est ça, c'est du cinéma jusqu'au boutiste, qui pose pas de questions, qui montre ce qu'il a à montrer et qui va au bout de ce qu'il a envie de faire. Et Grave, c'était un rêve, c'était un fantasme, enfin, c'était pas possible qu'un film comme Grave existe. Et puis il y a eu Julia Ducournau. Son talent de réalisatrice, son talent d'auteur. Il y a eu ce travail génial autour de la thématique du cannibalisme, il y a eu cette ambiance formidable, il y a eu ce choix de casting merveilleux, et il y a eu un putain de film qui ne s'excusait pas d'exister, qui se contentait juste d'être lui-même et de vous foutre un poing dans la gueule. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est Grave est le miracle cinématographique de cette année. C'est pas de Blade Runner 2049, c'est Grave ce miracle. Et moi, j'ai envie d'avoir la foi, j'ai envie de me dire, oui, c'est possible. Et Julia Ducournau m'a dit ça à travers son film. Grave est le meilleur film de cette année pour toutes ces raisons-là, parce que c'est le film qui a déboulonné l'establishment du cinéma français, qui a permis à des milliers de créateurs de se dire « je peux faire ce que je veux, du moment que c'est bien fait, on me donnera de l'argent, et le film fonctionnera en salle et à l'international. » Je suis amoureux de ce film. Pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que c'est un super film, au-delà de ça. Mais c'est surtout un film qui est porteur d'un message tellement fort que j'en suis tout ému, là, en vous en parlant. J'ai aimé Grave et je dirais jamais, jamais, jamais suffisamment merci à Julia Ducournau pour le bonheur qu'elle m'a apporté. Vraiment, merci d'avoir fait ce film, merci d'avoir été au bout, merci d'avoir cru en ton projet, en ta capacité de créatrice. Merci. Merci. Voilà, ce top des meilleurs films de 2017 est dès à présent terminé. J'espère que vous êtes en désaccord complet et que vous allez pouvoir m'écrire en commentaire quels ont été vos films préférés de l'année. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour de prochaines critiques, de prochains classements, de prochaines vidéos d'analyse, etc. Et j'espère que vous passerez une merveilleuse année 2018 et surtout que l'année 2018 sera aussi bonne et aussi pleine de promesses et d'amour pour le cinéma qu'a pu être cette année 2017. J'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, 2017, c'était pas terrible en cinéma ». Moi, j'ai adoré cette année. On a eu plein de bons films, plein de belles choses, de belles promesses, de beaux paris, et j'espère que tous les ans, toutes les années qui suivront, ce sera comme ça. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.